Mesdames, Messieurs, Erev Tov, on se retrouve comme chaque 2 semaines avec Georges Spira pour continuer à parler des Juifs dans le Maghreb. Et tu veux nous parler pour un deuxième volet des fondements des relations entre l'islam et le judaïsme. Et voilà. Bechavot, Georges. Merci, Johan. Tu as plus d'ordre que moi. Tu me dis que c'est le deuxième volet. Moi, je ne savais pas. Il y en a beaucoup. Je ne sais plus. Je voudrais quand même commencer par des bonnes nouvelles, parce que les mauvaises, on en a beaucoup. Et il fait bon aussi d'avoir de bonnes nouvelles. Aujourd'hui, on a eu des nouvelles terribles, un enterrement affreux, encore un attentat cet après-midi. Alors, on va quand même donner des bonnes nouvelles. Notre ami Georges et nos amis Georges et Eliane Veil sont devenus, pour la première fois, grande promotion. Ils ont eu une médaille en chocolat, arrière-grands-parents d'une arrière-petite-fille. Donc, Mazel Tov à eux, ça nous fait plaisir et c'est une belle promotion. Par ailleurs, nos amis Francis et Régine Marx vont fiancer leur petite-fille, une de leurs petites-filles, dans les tout prochains jours, je crois. Voilà, à eux aussi, un grand Mazal Tov. Et envoyez-nous plein de bonnes nouvelles comme ça fait du bien à tout le monde. Voilà, ça c'est pour le carnet de famille. Et maintenant, comme d'habitude, on va faire un petit résumé si vous voulez bien. Alors voilà, nous avons commencé la dernière fois à parler des fondements des relations judéo-islamiques. Évidemment, dans cette partie de cours, il y a des répétitions, des choses que je vous ai déjà dites, mais j'essaye de leur donner un éclairage un petit peu différent et nous allons voir où on arrive. Alors, ce qu'on a vu la dernière fois, c'est que les Juifs, dans les terres arabo-musulmanes, ont constamment un statut, on va dire, de colonisés. Quel que soit le maître, que le maître soit l'islam ou les coloniaux, on est toujours dans une situation de colonisé, donc pas de citoyens tout à fait à part entière. Nous sommes régis par le régime de dhimmi, ça vous le savez, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais ce qu'il faut noter, c'est que le dhimmi ne fait pas l'objet d'une passion judéophobe aussi violente comme c'est le cas dans le monde chrétien, c'est-à-dire qu'on ne nous hait pas, on ne nous déteste pas absolument au sens étymologique du terme, c'est-à-dire de façon absolue. Et il y a évidemment beaucoup de rivalité, de haine et de mépris, mais ce n'est pas comparable avec la situation en terre chrétienne où la haine est absolue. Alors, il faut aussi dire qu'au 19e, 20e siècle, l'hostilité est aussi due à l'influence chrétienne. Mais dans les textes fondamentaux de l'islam, on parle là du 7e siècle, donc tout de suite après Mahomet, on trouve quand même des références anti-juives. Elles sont dues à deux origines. Premièrement, des chrétiens d'Arabie convertis à l'islam, sous la pression évidemment, avec l'avènement de Mahomet, et encore antérieur, un anti-judaïsme violent exprimé par des juifs convertis d'abord de force au christianisme et qui ont ensuite transmis les principes anti-juifs du christianisme lorsqu'ils se sont convertis à l'islam. Donc ça, c'est ce qui émaille le récit de Mahomet au 7e siècle. Mais on va se rapprocher de la période contemporaine. Ce récit a été augmenté de hadiths, de commentaires, etc. et nous donne l'islam du XVIIe, XVIe, XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle qui a posé des principes absolus. Un des principes, c'est que l'islam est régi par l'idée de servitude ou d'esclavage. Pas toujours esclavage, mais en tout cas pour le moins servitude. Le mépris, dont je vais beaucoup parler, est la ligne de partage entre le musulman et les autres, surtout les monothéistes, mais infidèles. L'esclavage dans l'islam est une punition de celui qui ne reconnaît pas Mahomet. Voilà. Et puis, les valeurs maîtresses de l'islam, les valeurs fondamentales, sont la foi et l'obéissance. Maintenant,
on a parlé aussi de la liberté. Or, la liberté ne vaut que pour les puissants. L'islam n'est pas égalitaire, ça c'est un mythe qu'on a raconté. L'islam est une religion de la soumission. Maintenant, nous autres, nous nous sentons libres en Occident, en Israël, parce que nous avons le droit d'aller où nous voulons, de travailler ce que nous voulons, de faire ce que nous voulons. Nous sommes libres d'agir à notre guise. Et pour être conscient de cette liberté, on n'a pas besoin de référence. Nous sommes conscients d'être libres. Évidemment, on sait qu'il y a des peuples ou des nations où la liberté n'existe pas. On va prendre la Corée du Nord pour donner un exemple. Ça, on le sait, mais nous n'avons pas besoin de la Corée du Nord comme référence pour nous savoir et nous se connaître comme personnes libres. Dans l'islam, ce n'est pas comme ça. La liberté, on a conscience de sa liberté que par rapport, par comparaison avec ceux qui ne le sont pas. La servitude ou le statut inférieur est la règle pour le dhimmi et pour le musulman. Attention, pour le musulman également. La liberté est un privilège. C'est le privilège des puissants et des chefs. Et la liberté ne peut s'évaluer et ne s'apprécier que par la présence dans l'environnement immédiat d'une autre partie de la population qui ne jouit pas de cette liberté. Et en ça qu'il y a une différence entre nous qui avons conscience de notre liberté et dans l'islam, les chefs ne peuvent apprécier leur liberté que par rapport à ceux qui ne le sont pas autour d'eux. Et la liberté et le statut inférieur des autres a besoin d'être marqué. La violence est exposée, c'est un moyen d'assurer cette soumission. Elle est exposée par les bastonnades, par les têtes coupées, etc., qui montrent l'autorité de celui qui est libre, ou du puissant, ou du sultan, ou du caïd, par rapport à l'environnement social qui n'est pas libre puisqu'il est sujet. Alors, ce rapport maître-esclave ou maître-sujet est l'exacte reproduction de manière temporelle, donc sur terre, du rapport du musulman à Dieu. Le musulman, tout l'islam est soumis à Allah. C'est un rapport de soumission. Nous verrons tout à l'heure, ce n'est pas du tout la même perspective dans le judaïsme. Alors, évidemment, on est toujours le soumis de quelqu'un. Les musulmans sont soumis au makhzen ou au caïd. Les juifs sont soumis aux musulmans. Et très vite, l'enfant comprend ce que nous rapporte un monsieur Galab en 1965, nous raconte son enfance au Maroc et nous rapporte comment très vite les enfants comprennent qu'on peut insulter les juifs sans aucun risque, on peut leur taper dessus, il n'y a pas de problème, ils ne peuvent pas répliquer. Ce qui est intéressant de noter, c'est que le mépris sera également le code d'intégration des colonisateurs pour s'attirer les faveurs des peuples soumis, du Maroc ou de l'Algérie ou de la Libye. Les colonisateurs vont adopter leur système de mépris à l'égard des Juifs. Il faut dire que ce n'est pas très, très difficile pour eux. Ils viennent imprégnés de l'antisémitisme chrétien, sortent tout juste de l'affaire Dreyfus. En plus, il y a tout un mouvement nationaliste en Europe très antisémite. Donc, ce n'est pas très difficile pour eux d'adopter cette attitude de mépris à l'égard du juif. Alors, ce mépris qui affecte le juif en a fait un homme extrêmement humble, effacé et qui vit dans la crainte. Le dhimmi, du point de vue de l'islam, est un demi-homme. Et ça nous vaut un épisode assez humoristique, puisque dans l'islam, une femme musulmane ne peut pas recevoir un musulman chez elle. Par contre, elle peut recevoir un juif, parce qu'un juif, c'est un demi-homme.
Donc, il n'y a pas de problème. Ça favorisera un petit peu le travail des colporteurs qui font du porte-à-porte pour faire leur travail de commerçant. Mais autre chose, c'est que si le juif manque de réaction, c'est parce qu'il est coupable, c'est évident. Et donc, on entretient cette attitude de mépris en affublant le juif de caractéristiques particulières qui le définissent dans son statut. Le mépris amène à une description du juif aussi. C'est un être immoral, débauché, fraudeur, et un peu plus tard, 1840 et après, sous l'influence chrétienne, apparaîtra une nouvelle accusation qui n'a jamais existé dans le monde de l'islam, c'est l'accusation de meurtre rituel. Ça a commencé avec l'affaire de Damas en 1840, et cette accusation va rentrer dans le subconscient musulman sous l'influence des chrétiens. Et je vous ai rappelé la dernière fois qu'il y a quelques années encore, notre cher partenaire de la paix, Abou Mazen, a dit que les Juifs empoisonnaient l'eau qui était livrée aux Palestiniens. Voilà. Alors, quand les Espagnols vont arriver à Tétouan en 1860, ils ne vont pas rester très longtemps, mais ils vont conquérir Tétouan, évidemment, les Juifs les reçoivent comme des sauveurs face à ce mépris et cette situation. Et le fait qu'ils les reçoivent bien les désigne immédiatement comme traîtres à la nation. C'est le corollaire immédiat. Et dans le cadre de Tétouan, un certain nombre de Juifs vont arriver à une situation d'autorité, pas très élevée, mais un peu d'autorité. Et alors ça, c'est quelque chose que les musulmans ne peuvent pas accepter. Voilà tout à coup que ces collaborateurs juifs leur donnent des ordres. C'est le monde à l'envers, c'est une perte absolue des repères et ça posera de très gros problèmes ensuite dans les rapports judéo-musulmans. À tel point d'ailleurs que les différents consuls européens qui se succèdent au Maroc, mais également en Libye et en Tunisie, disent qu'il est, on parle de consuls parce qu'il n'y a pas encore le protectorat sur le Maroc. Je ne vous parle pas de l'Algérie, c'est un cas à part. Ces consuls écrivent clairement dans leur rapport qu'il est inenvisageable que les Juifs soient émancipés, car ils domineraient immédiatement les Arabes. Or, ça va à l'encontre de la politique arabe des pays européens. Alors, ces Juifs qui ont tous les culots, évidemment, sont accusés de tout. Ils sont responsables des famines, des impôts qui sont trop lourds, des bombardements par la flotte française de Mogador, des mauvais accords commerciaux conclus entre le Maroc et les pays européens. S'ajoute à ça un mouvement millénariste en 1862, un monsieur qui s'appelle Gilali Roghi se présente comme le Mahdi, le Messie, et il promet à la population arabe de récupérer tout l'or des Juifs. Vous imaginez bien la suite de cette promesse et les descentes qu'il peut y avoir dans le Mela, et le point d'orgue de toute cette affaire sera le triple de Fès en 1912. Voilà, ça c'était une première partie du cours il y a 15 jours. Et puis après, j'ai essayé de vous présenter la vision des Juifs occidentaux du judaïsme oriental. Et ce n'est pas très éloquent, ce n'est pas très élégant, on va voir ça. La vision des Juifs du Maghreb par les Juifs occidentaux est une vision clairement colonialiste, c'est-à-dire qu'ils reprennent les schémas des peuples coloniaux. Une vision condescendante, mais d'un autre côté aussi véritablement fraternelle. La conclusion est il faut apporter les lumières aux Juifs du Maghreb. D'ailleurs, ces Juifs orientaux, il y a encore séfarades pour le moment, je ferai un distinguo plus tard, sont absolument pas sous les radars de tous les historiens du 19e siècle. Les grands historiens, Gretz Stupnov, plus tard Greisel, ne parlent pas du judaïsme arabo-musulman, du judaïsme arabe, pardon. On va parler de l'exil des Juifs d'Espagne, ça oui, et puis après c'est tout.
Les autres juifs vivant en pays musulmans sont totalement ignorés par les grands historiens. Il faut dire, je vous rappelle aussi, que le judaïsme séfarade représente à peu près 10% du total de la population juive dans le monde à l'époque. C'est très très peu, c'est que 10%. Mais quand même, ils ont une grande histoire et nous ont légué de grands rabbinim, donc ils ont droit quand même à un petit peu de considération, ce qui ne sera pas le cas pratiquement jusqu'à la deuxième moitié du XXe siècle, où là on va avoir des historiens, Albert Memmi, professeur Zafrani, il y a Fenton, il y a Georges Bensoussan, il y a Malka, qui écrivent des livres, le professeur Charbit aujourd'hui, qui écrivent des livres sur le monde séfarade extrêmement intéressants et qui nous apprennent à mieux les connaître. Donc finalement, au 19e, qui s'intéresse aux Juifs orientaux, ben, il n'y a pratiquement que l'Alliance israélite universelle qui va s'y intéresser. Et elle définit les Juifs dans un certain nombre de rapports comme étant indolents par nature, très important, par nature. Les Juifs orientaux sont indolents par nature, comme les Juifs ashkénazes sont extrêmement à cheval sur l'heure par nature. Voilà. Ils sont sales, ils sont incultes. Oh là là. Le problème, c'est qu'on ne s'est jamais posé la question dans ces rapports, pourquoi? Pourquoi? Il n'y a pas de question à se poser. Ils sont comme ça parce qu'ils sont comme ça par nature. Or, c'est faux. Et c'est ce qu'on va essayer de démontrer ce soir. Nous en étions là, et puis on va continuer un petit peu, si vous voulez bien. Alors, la déchéance de ce judaïsme oriental est naturalisée. C'est une déchéance biologique, héréditaire, naturelle, normale. Ce n'est pas la déchéance de quelqu'un qui avait une situation et puis qui se comporte mal et qui s'effondre. Non, pas du tout. C'est une déchéance tout à fait naturelle. Et ce qu'il faut absolument, dans la perspective de l'Alliance, c'est éloigner nos frères juifs spirituellement de cet Orient, tout en les fixant territorialement, c'est-à-dire les éduquer, mais qu'ils restent sur place. Ce sont des juifs marocains ou libyens ou tunisiens qui doivent rester sur place. Voilà. Il faut les débarrasser de tous leurs défauts, évidemment. Il faut les sevrer des mauvais côtés de la population arabe où ils habitent. C'est l'expression utilisée par un rapport de l'Alliance en 1928 à Alexandrie, c'est donc relativement tard, 1928. L'ignorance, je suis toujours dans les rapports de l'Alliance, l'ignorance sur ce monde oriental est la norme. Et quelqu'un que vous connaissez bien, auquel nous sommes énormément redevables, Théodore Herzl, ce n'est pas vraiment n'importe qui. Théodore Herzl envisageait d'envoyer, alors il était très optimiste, il faut dire quand même, d'envoyer le trop-plein de l'immigration juive vers la Libye, qui est gérée par les institutions libérales italiennes. On va y expédier là-bas. Et je cite Herzl, écoutez les mots, « Comment peut-on être assimilé à ces juifs qu'on dit nos frères, mais qui sont plongés dans l'obscurantisme ?» C'est le grand Théodore Herzl pour vous dire l'incompréhension du monde occidental et du monde occidental juif à l'égard de cette communauté. Alors on est embarrassé. Parfois, il y a même répulsion à l'égard de ces juifs, mais en même temps, il y a un vrai sentiment de solidarité. On veut véritablement les aider, d'où l'ambivalence des discours des juifs européens, qui d'un côté, comme ces rapports le montrent, sont extrêmement méprisants, reprennent les images et les schémas des colonisateurs, et d'un autre côté, on a cette affirmation de fraternité et de volonté d'aider ces juifs. D'ailleurs, cette ambivalence, on la trouve également au niveau du mouvement sioniste, qui pousse les juifs du Maghreb au départ vers la Palestine,
mais les accueille très mal. Vous le savez, ça, nous reviendrons, nous serons amenés à en parler encore plus tard quand on fera l'histoire du sionisme. Mais juste un petit épisode au passage. En 1923, quelques dizaines de juifs marocains, je vous ai expliqué, pas la dernière fois, mais la fois d'avant, que quitter le Maroc était extrêmement compliqué. Donc, quelques dizaines de juifs marocains, c'est un groupe important vu la difficulté du départ, sont refoulés par les Anglais à leur arrivée en Palestine, et l'exécutif du foyer juif ne lève pas le petit doigt pour les aider à rester en Palestine. Alors, on dirait les Anglais étaient maîtres à bord, c'est vrai, sauf que le même exécutif sioniste est largement intervenu pour des Juifs arrivant d'Europe dans la même situation avec succès, donc a pu les maintenir en Israël. Donc voilà, d'un côté on les pousse à partir, mais quand ils arrivent, s'il y a un problème, qu'ils se débrouillent, on ne veut rien savoir. Le regard du Juif colonial, français, anglais, italien, sur le Juif colonisé, encore, est le même partout. Il faut l'aider, ça c'est clair. Seulement voilà, les Juifs occidentaux étaient émancipés il n'y a pas très longtemps. Ils veulent absolument faire preuve de leur fidélité à la nation à laquelle ils appartiennent. Or, ces nations jouent la carte arabe et ne jouent pas la carte juive. Et par conséquent, il ne faut pas braquer les Arabes, il faut avoir le même discours que l'autorité politique de la France ou de l'Angleterre, d'où un silence dans les rapports de l'Alliance, en tout cas sur les discours de l'Alliance en France, un silence absolu sur l'oppression des Juifs au Maghreb. Et d'un autre côté, on va être solidaire de ses frères extrêmement éprouvés. Alors, à son arrivée, l'Alliance aura beaucoup de difficultés. Les rapports sont souvent sévères et ils illustrent cette difficulté de rencontrer, d'arriver à prendre langue avec la communauté juive locale. La bonne volonté de l'Alliance est sincère, il n'y a pas de doute là-dessus, mais très souvent maladroite. Et elle se heurte à des personnes que je vous ai définies tout à l'heure, craintives, méfiantes, qui sont aussi agressées dans leur tradition. L'Alliance vient avec ses gros sabots et leur dit « Ah non, ça il ne faut pas faire, ça il ne faut pas faire ». Mais on les agresse dans des traditions séculaires auxquelles ils sont attachés et ils se sentent vraiment agressés. On tente de les arracher à leur mode de vie. Tout ça, ça les braque. Et l'Alliance va trouver de l'opposition. C'est une véritable déculturation, souvent mal vécue, et partant, pourtant, d'une très bonne intention. Aider ces gens. On avait déjà vu il y a très très longtemps les premiers maîtres de l'Alliance qui sont arrivés au Maroc. Pour beaucoup d'entre eux venaient d'Alsace. Imaginez-vous un peu ce que c'est. Un paysan alsacien avec les traditions culturelles de la communauté juive d'Alsace qui débarque au fin fond du Maroc. C'est invraisemblable. Il ne peut pas comprendre ce qui se passe. Et le juif marocain ne comprend pas ce juif alsacien. Il n'a rien à voir avec lui. Alors assez rapidement, on va former des maîtres séfarades. Là, ça se passera quand même beaucoup mieux avec des petites nuances que je vous raconterai tout à l'heure. Mais on peut comprendre ce heurt, ce choc de culture lors de la rencontre de ses premiers maîtres avec les Juifs marocains. Alors, assez rapidement, effectivement, les maîtres comprennent qu'ils ne pourront pas transmettre ce qu'ils voulaient et vont s'adapter. Ils vont s'adapter à la réalité de la situation. Je vous rappelle que je vous avais raconté à propos de M. Confino à Ispahan, qui est venu pour enseigner les mathématiques et l'écriture et la lecture, etc., et qui a commencé par leur apprendre à se laver et à s'habiller à peu près correctement avant de pouvoir les éduquer. Voilà, c'est ça l'adaptation. Ce que dénonce très très souvent l'Alliance dans ses rapports, ça n'est pas la foi des Juifs marocains ou du Maghreb en général, mais leur superstition, la magie, la crédulité, la négation de la raison. La foi juive, il n'y a pas de problème. Mais tout ce côté superstitieux,
d'aller sur les tombes des saints, etc., ne passe pas dans l'esprit des Juifs occidentaux qui sont beaucoup plus rationnels et qui sont déjà largement formatés par les Lumières. Par exemple, à Mazagan, Josué Cohen, Yoshua Cohen. Mais Yoshua Cohen, c'est un nom séfarade. Et ça va m'amener tout de suite à une explication. Yoshua Cohen déplore en 1918 l'importance du culte des saints et les guérisons miraculeuses. Effectivement, c'est contradictoire avec la raison des Lumières. Très souvent, les jugements les plus sévères seront le fait de maîtres séfarades d'origine. Et je vous l'expliciterai encore un petit peu tout à l'heure, un petit peu plus tard. Voilà. Alors, si les Juifs sont pliés par leur situation, s'ils sont devenus durs, s'ils ont le cœur sec, en réalité, c'est une stratégie de survie. Je vous rappelle que nous sommes dans le pourquoi de leur situation et de leur comportement. Mais dès qu'il y a un tout petit peu de liberté, par exemple, après la visite de Montefiore en 1864, beaucoup de Juifs, notamment sur le littoral marocain, abandonnent assez rapidement leurs réserves et se montrent imprudents, parfois agressifs avec les Arabes, au point que des rapports consulaires, ce pas les rapports de l'Alliance, les rapports de consuls européens, font état de leur crainte d'un retour de bâton et demandent à l'Alliance de mettre les Juifs en garde sur le risque qu'il y a de se comporter avec autant de morgue ou d'autorité. Des appels à la modération dans les rapports de l'Alliance israélite vont parvenir à la centrale jusqu'en 1950. Donc pendant tout ce temps qui verra la situation des Juifs évoluer, on aura cette mise en garde, attention, attention, ne la ramenez pas trop, français vulgaire, montrez-vous discret, assurez votre autorité, mais avec mesure et tact, jusqu'en 50. Les musulmans ne supportent plus l'attitude méprisante des Juifs. Ça, c'est marrant d'ailleurs. Hein. Par contre, les Juifs doivent supporter l'attitude de mépris des musulmans. Ça, c'est normal. La réciproque n'est pas normale. À Meknes, à Oujda, le contrôleur, c'est le même. Le contrôleur civil écrit. C'est intéressant ce qu'il écrit. Les Juifs ne veulent plus rester à leur place. Ah bon? Ils ont une place définie. Oui, ils ont une place définie par l'islam dans le monde musulman. C'est clair. Et ils ont une attitude de vainqueur assez déplacée. Ils attisent la colère musulmane. Quelle attitude inconsciente de celle de ce juif qui dit à un musulman devant des témoins en 1945, en mai 1945, « Votre grand-père Hadj Hitler est mort ». Évidemment, c'est une méchante claque, c'est sûr. Voilà un petit peu cette attitude de révolte, de remise en cause de leur situation de dhimmi. Les rapports de l'Alliance se plaignent aussi d'autre chose qui est un petit peu moins sympathique, c'est l'attitude des Juifs riches et des notables qui leur mettent des entraves et des bâtons dans les roues de peur de perdre leur autorité sur la communauté juive. Et ça aura comme conséquence que beaucoup d'enfants qui auraient pu être scolarisés ne le sont pas à cause des pressions et des menaces de ces autorités. Alors, c'est quoi les menaces? Ben, tu n'auras plus d'aide de la société de bienfaisance, ou tu n'auras plus tes matzot pour Pessah. Voilà. C'est assez facile de faire pression sur des gens pauvres qui sont dépendants d'une aide, d'une caisse de solidarité. Et donc, pas mal d'enfants ne seront pas scolarisés en raison de la pression de ces notables et de ces autorités. Alors, tous ces reproches qu'on fait à cette population, qui est dure, qui est rusée, qui est, etc., ne sont pas inventés, ils sont réels, c'est vrai. Mais l'essentiel de leur dégradation, pas dire la totalité, l'intégralité de leur dégradation, est clairement due à la misère et à l'oppression. Ce qui fait qu'ils utilisent la seule arme pour les faibles, qui est la ruse. L'abbé Grégoire, qui a séjourné au Maroc, qui sait, il était parti
l'Assemblée nationale lors de l'émancipation des Juifs. Il était au Maroc et ensuite en France. Et l'abbé Grégoire en France dit que les Juifs sont accusés de dépravation, pardon. Je parle des Juifs européens là. Mais là, les Juifs en Europe vont très rapidement réagir, ce sont les Juifs des Lumières. Ils réfléchissent aux moyens de réconcilier le Juif avec le genre humain, ou plutôt de réconcilier le genre humain avec les Juifs, ce serait plus juste. Et cette problématique aura un début de solution en Europe qui finira très bien puisque ça se terminera avec la Shoah, vous le savez. Mais dans les pays musulmans, c'est très, très différent. Les différents rapports de l'Alliance font des descriptions effroyables, notamment sur le comportement de certains Juifs parvenus à de hautes fonctions ou tout simplement riches. Souvent aussi, il faut dire, ces rapports émanent de professeurs, de maîtres ou de directeurs qui sont des Juifs d'Orient, qui ont accédé à l'instruction et ensuite à l'enseignement, et ils sont d'autant plus sévères qu'ils rejettent un certain passé qui exprime une haine de leur situation antérieure. Et ils expriment aussi par leur virulence, quelque part, à un certain niveau, la honte d'avoir tourné le dos à leur passé. Ce sont des réactions humaines tout à fait normales, et c'est donc chez ces directeurs ou maîtres d'origine séfarade qu'on trouve les rapports les plus virulents et les plus durs. Et puis parfois, il y a aussi chez les maîtres de l'Alliance une vision, ou chez certains dirigeants, de cette communauté, une vision, comme c'est le cas en 1845 de Joseph Cohen, qui sera président du consistoire de l'Algérie. Et ce monsieur pousse à la naturalisation des Juifs d'Algérie en disant « Nous serions un exemple pour nos frères du Maroc, pour nos 500 000 frères du Maroc. » Alors évidemment, le chiffre est un petit peu exagéré, mais voilà ce qu'il dit, ces frères qui gémissent dans l'esclavage, et en rendant française l'Afrique, nous exercerons une influence sur des milliers de Juifs qui seront favorables à la France. Belle mission, n'est-ce pas? Ça ne va pas tout à fait aboutir. En 1866, alors là, je vais vous citer quelqu'un que vous connaissez bien, le Rav Salomon Munk, qui est un des plus grands érudits de l'Europe occidentale du 19e siècle, défend cette vision et la défend comme étant un jalon sur le chemin du futur décret Crémieux. Voilà ce qu'il écrit. Les Juifs sont les seuls en Afrique à être accessibles à la civilisation européenne. En ce qui concerne les Arabes, il y aura toujours une frontière, une barrière infranchissable qui les séparera de l'Europe. Il était très prémonitoire, hein, mais je ne vais pas rentrer dans la politique contemporaine européenne. Ce n'est pas l'objet ce soir. Le rabbin Salomon Munk, une très très grande personnalité. Alors, cela dit, l'approche des communautés juives avant 1914, entre 1880 et 1914, se heurte à une espèce de peur sourde, une angoisse permanente qui suinte les murs du Mela, et angoisse qui va devenir carrément ouverte au Maroc entre 1880 et 1910. Pourquoi? Rien à voir avec les Juifs, mais ça a à voir avec les guerres tribales contre le Makhzen, donc les tribus avec leurs caïds contre le sultan, et également à la progression des Européens au Maghreb. Et ça fait une telle situation qu'en un instant, une foule dévastatrice peut rentrer dans un Mela et tout saccager sans compter les morts et les blessés. Donc, il y a une crainte permanente, sourde, sournoise, qui baigne ces communautés dans ces 30 années qui précèdent l'arrivée du protectorat français, notamment au Maroc. Alors,
cette peur pose une vraie question sur les rapports entre les Juifs et les musulmans, qui ont connu par moments une cohabitation tout à fait chaleureuse, et c'est vrai, mais toujours fragile. Il faut une étincelle pour que tous les beaux discours s'effondrent d'un instant à l'autre. Toute l'entente est à la merci du moindre incident, du moindre prétexte pour donner libre cours à la haine, à une haine récurrente contre les Juifs, qui n'était pas une haine, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui était un mépris jusqu'au 19e, qui s'est transformé en haine sous l'effet, sous l'influence d'une part des chrétiens, et évidemment au XXe siècle de l'affaire palestinienne. La situation est la même en Libye, en Irak, au Yémen. Albert Memmi, que vous connaissez tous, a écrit dans la Statue de Celles qu'il a appris à évaluer les sourires, lire dans les yeux et deviner les chuchotements qui précèdent un pogrom. Les sourires, lire dans les yeux et évaluer les chuchotements qui précèdent un déferlement. Il écrit « La peur et les mépris, nous les avons connus dès notre plus tendre enfance, dès notre réveil à la conscience. » Et toujours le même Memmi écrit « La peur est si, écoutez bien, la peur est si incarnée à la longue que l'on n'a plus peur, mais on est la peur elle-même. » C'est quelque chose de terrible. On n'a plus peur, on est la peur, on suinte la peur, on transpire la peur. On est la peur elle-même. C'est ce qu'écrit Albert Memmi. La peur également, quand le directeur de l'école de Bagdad, qui s'appelle Al-Bala, écrit « Ces malheureux ont tant souffert qu'ils ne peuvent comprendre que je viens de si loin rien que pour leur apporter l'aide de l'Alliance israélite. » Ils n'arrivent pas à comprendre ça. Dans le même ordre d'idée de cette peur, au Maroc, en 1908, à Ceuta, les Juifs de Ceuta fuient les violences qui sont dues à l'intervention française. Alors, les Français sont rentrés à Ceuta, et du coup, les musulmans se tournent contre les Juifs. C'est normal, c'est logique. Ces Juifs de Ceuta ne comprennent pas pourquoi, grâce à l'Alliance, justement, le cheikh Ben Omar les recueille dans sa maison, tous, les nourrit pendant plusieurs semaines, au point qu'ils le croient non arabes. Ils n'arrivent pas à comprendre ça, qu'un arabe puisse les aider de cette façon-là. Ils sont incrédules. Et puis, il y a d'autres peurs qui peuvent exister, qui sont moins élégantes. C'est notamment le cas de la peur des chefs de communauté, qui par lâcheté vont dénoncer des membres de la communauté qui sont un petit peu remuants, qui sont un petit peu trop énervés. Et surtout au Maroc, après la défaite de 1940, la défaite de la France évidemment, les chefs de communauté conscients de l'hostilité environnante se disent prêts pour se protéger eux-mêmes d'abord, mais disent-ils aussi pour protéger leur communauté, à dénoncer les fraudeurs et les mendiants. Juifs, on parle bien entendu. Un rapport, alors lui, c'est un peu différent, un rapport du contrôleur général d'Oujda en juillet 40 fait état de 2 notables juifs, dont par charité juive, je ne vous tairai les noms, qui sont venus se plaindre de la mentalité des mendiants juifs marocains et des probables détournements de l'argent de la charité par le consistoire. Vous savez ce que c'est ça? En français, ça s'appelle un mosser. C'est quelqu'un qui dénonce un juif auprès des autorités non juives. C'est très grave du point de vue de la Torah et de la Gemara. Voilà. Alors, s'ajoute à ça une espèce de honte d'être juif, une honte sous-jacente qui mine ces juifs en permanence. En 1912, l'organisation sioniste organise une conférence au Caire
intitulé « Devons-nous rougir d'être juifs ?» Pas évidemment. Émanant de l'organisation sioniste, la réponse sera évidemment non. Mais si on pose la question, c'est que la question se pose. En 1918, Josué Cohen, que je vous ai déjà cité tout à l'heure, le directeur de l'Alliance à Mazagan, s'insurge à l'idée qu'on puisse être honteux d'être juif. En 1939, Marie Abravanel, qui est institutrice, alors là, on a affaire à une institutrice, rendez-vous compte, quelqu'un qui est éduqué, qui enseigne, qui est à un bon niveau. Elle est institutrice à Tripoli, en Libye, et se demande si elle est un être humain comme les autres. Je la cite. « Je suis juive, partant, aux yeux de certains, marquée par le sceau de la honte. Je sens le besoin de me cacher chez moi pour examiner ma conscience et mes actes, mais quelle faute ai-je donc pu commettre ?» Et c'est une dame éduquée qui nous écrit ça. Excusez-moi. Voilà. Dans l'Égypte, vers 1908-1910, certains juifs, soi-disant libres penseurs, soustraient leurs enfants à tout enseignement hébraïque ou de l'histoire juive. Et le directeur de l'Alliance israélite écrit la chose suivante. Si encore c'était de vrais libres penseurs, évidemment pour lui ça ne pose pas trop de problèmes ça, mais le plus souvent, ce sont simplement des juifs honteux dont les enfants seront baptisés et mariés à l'Église. 1908, en Égypte. Alors, le souci d'ascension sociale mène pour partie à une déjudaïsation. C'est un peu ce que disait Madame Moreau il y a 15 ans, qui disait que, effectivement, le fait d'éduquer les gens les a fait s'écarter un petit peu de la communauté. Oui, mais on ne va pas rester dans la misère. Pour rester fidèle, on peut rester fidèle en sortant de la misère. C'est notre problème. Mais, de fait, effectivement, une certaine déjudaïsation et surtout un refus du souci collectif. Et du coup, il y a une incapacité des Juifs à se défendre. Le mot d'ordre, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Voilà. Et de déni en refus, d'affirmation en plaidoyer, ces Juifs honteux sont empêtrés dans une identité tout à fait impossible. Ils ne savent plus où ils en sont, ils ne savent plus qui ils sont, à force de grignoter des principes de base de droite et de gauche. Cette honte est totalement intériorisée, mais elle n'est pas irrévocable. Donc c'est une honte qui n'est pas exprimée, mais c'est un ressenti individuel. Par contre, on peut revenir là-dessus. Déjà bien avant 1912, les Lumières ont été amenées par l'école dans la communauté marocaine. Et d'un autre côté, la proximité des colonisateurs européens, alors ce n'est pas encore le protectorat, mais il y a des consuls, il y a une certaine protection, plus ou moins, parfois plus, mais enfin il y a quelqu'un d'autre que simplement les musulmans sur place. Donc cette proximité, ces lumières ont développé une capacité à résister. Ce sera notamment le cas au Maroc dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Le dhimmi est de plus en plus prêt à exiger la justice devant le sultan, alors que le juif n'avait pas le droit de se présenter pour demander justice. Alors, il est soutenu en ça par la pression de l'Alliance, et également des consuls européens sur le Makhzen, donc sur le sultan, avec beaucoup de doigté, évidemment, il ne faut quand même pas braquer les Arabes. Et il se passe des événements jamais vus, mais jamais vus au Maroc dans les siècles précédents. En 1894, les Juifs du Mellah de Demnat mettent leurs assaillants en échec à coups de fusil. Quoi, des Juifs qui se défendent et qui mettent en échec des assaillants. En 1903, pendant 3 mois, les Juifs de Meknès, aidés de quelques mercenaires quand même, repoussent les tribus qui les assiègent.
Et le directeur de Fès, que je vous ai déjà souvent cité, M. El Maleh, note en 1909 une nouvelle disposition d'esprit qui s'est formée rapidement à l'épreuve des événements. Une notion de droit à la liberté, une volonté de résistance à l'oppression musulmane. En fait, ça va mal se terminer 4 ans plus tard, mais il y a les germes, il y a la semence, il y a les premières graines, pas d'un mouvement de révolte, d'un mouvement de revendication. Et ça, c'est important. Alors, l'attitude change, y compris d'ailleurs contre des colons européens antisémites, parce que ça marche ensemble, hein, comme en Algérie d'ailleurs. Les colons européens sont très souvent antisémites. En 1919, à Casablanca, en plein jour, nous sommes là donc à l'époque du protectorat français, des plumitifs antisémites, des journalistes, sont frappés par des juifs dans les lieux publics. Jamais vu une chose pareille, jamais, impensable. Alors, c'est très réjouissant ce que je vous dis là, mais ce sont de petits mouvements positifs, ce qui n'empêche que sortir de cet asservissement séculaire sera une affaire longue et très difficile. Pour survivre, les Juifs ont développé la seule arme dont ils disposent, la ruse, l'intelligence, essayer de louvoyer. Et donc, ils se servent de ruse, de mensonges, de vénalité. Maltraités, on en a fait des sauvages et des durs. Wow. Là, j'ai utilisé des mots vraiment pas très sympathiques. Mais ne vous trompez pas. Il n'y a aucun reproche dans ces termes. Ils sont l'illustration d'une situation qui veut, et ça c'est la vérité historique, que c'est dans la dynamique de la domination qu'il faut trouver ce qui pervertit le dominé, tout comme d'ailleurs aussi le dominant. Ça veut dire quoi? C'est les exactions des maîtres sur leur sujet qui provoquent cette attitude de leur sujet et qui pervertit également la morale des maîtres ou des dominants. Ruse, dans un pays où on n'obtient rien, aucune aide de l'autorité, sauf avec le tintement de l'or, évidemment, le juif ne peut pas négliger cette arme qui lui garantit sa paix. Ce sera le cas, par exemple, à Mogador en 1917, où pour éviter un pogrom qui vient d'un petit peu plus loin, on va payer très cher pour que le sultan défende la communauté. Jean-Jacques Rousseau, au 19e déjà, et un peu plus proche de nous, Carmen de Burgos, dans le journal El País en 1907, disent comment l'oppresseur modèle l'immoralité de l'opprimé. L'oppresseur modèle l'immoralité de l'opprimé. Et évidemment, ou pas évidemment, les rapports de l'Alliance ne voient que les défauts. Encore une fois, ils ne se posent pas la question du pourquoi. Et le pourquoi, on l'a là. Et même cause, mêmes effets d'ailleurs. Alors, je veux en aucune façon faire de comparaison entre deux situations qui sont incomparables. Mais je voudrais quand même vous citer ce qu'écrit le professeur Chaim Kaplan, enfermé dans le ghetto de Varsovie en janvier 1942. Je le cite. « Disparu l'esprit de fraternité juive, les mots compatissant, charitable n'ont plus cours. Les mendiants qui font appel au cœur juif comprennent que les cœurs tendres sont devenus des cœurs de pierre. » Kaplan toujours dit « Notre norme morale collective a beaucoup décliné. Notre norme morale collective a beaucoup décliné depuis notre entrée dans le ghetto. Au lieu de nous unir et de nous rapprocher, nos souffrances ont nourri dissensions et discorde entre frères. L'instinct de conservation a durci nos cœurs
et rendus indifférents aux souffrances des autres. Nos valeurs morales sont corrompues. C'est le nazisme qui nous a contraints à cet avilissement. C'est le nazisme qui a mutilé les âmes bien plus que les corps. Il écrit ça dans le journal du ghetto de Varsovie. C'était la réponse au pourquoi. Alors évidemment, les situations ne sont pas les mêmes, mais chacun ressent le sien. Et au Maroc, en Libye, en Irak, dans tous les pays arabo-musulmans, les mêmes effets de mépris, de contrainte, de violence ont provoqué cette réaction de la communauté juive. Voilà, alors c'est terrible. C'est ce que je voulais dire pour le pourquoi. Donc les descriptions pas très sympathiques de l'Alliance, en fait, manquent d'explications. Je viens de vous les donner. Cela dit, tout n'est pas noir dans ces pays. Il y a cousinage, il y a symbiose. Et là, nous allons faire le distinguo entre les juifs arabes et les juifs séfarades. Les juifs arabes, dans le monde juif oriental, le juif écrit, parle et pense en arabe. Au Yémen, par exemple, je vous ai déjà parlé de ce monsieur, le poète Shalom Shabazi, au XVIIe siècle, respecté tant par les juifs que par les arabes, écrit ses poèmes tantôt en hébreu, tantôt en arabe. Les prénoms aussi, surtout au Yémen d'ailleurs, les femmes portent des prénoms arabes. En Europe chrétienne, jusqu'au XIXe siècle, il était rarissime qu'un juif porte un prénom chrétien. Il s'appelait Abraham, Isaac ou Jacob, Rachel, Sarah ou Léa. Pas question de s'appeler Jean ou quelque chose comme ça. Après, ça va changer. Alors, la langue, les habitudes sociales montrent une véritable proximité culturelle inconnue chez les Juifs d'Europe. Il n'y a jamais eu de proximité entre chrétiens et juifs en Europe jusqu'à l'émancipation. Ça, c'est autre chose. Il y a aussi un cousinage religieux. De fait, le Coran reconnaît les prophètes juifs, puise beaucoup dans la Torah, même un peu dans le Talmud, et il y a donc quelque part des communautés, des concordances, voilà. Et puis, il y a aussi beaucoup de pèlerinages communs. Beaucoup de musulmans vont pèleriner sur les tombes de saints juifs, et nous avons vu qu'il y a aussi des juifs qui vont pèleriner sur les tombes d'un certain nombre de saints musulmans. Il y a aussi beaucoup de ressemblances dans les rituels, mariage, naissance, décès. Il y a beaucoup de similitudes entre le monde musulman et le monde juif oriental. Dans un passé un peu plus lointain d'ailleurs, il arrivait que des musulmans cultivés viennent assister aux offices dans les synagogues juives et on traduisait pour eux les Pirkei Avot en arabe. Une symbiose qui n'a jamais été remise en cause jusqu'à l'arrivée des Européens. Et que le christianisme, il traîne quand même de drôles de gamelles. Alors, symbiose, ça ne veut pas dire que la vie était un long fleuve tranquille dans les pays arabes. Non, c'est pas ça. Mais il y a quand même beaucoup de proximité. Il y a des moments de paix, des moments, ça peut très vite dégénérer, nous l'avons vu. Mais il y a quand même beaucoup d'osmose, de proximité. J'ai vu il y a quelque temps un reportage sur les Juifs de la classe du Sud, où les vieux Marocains là-bas se souviennent encore de la présence des Juifs et qu'ils s'entendaient bien avec eux. Alors, pas toujours non plus, évidemment, mais il y avait beaucoup d'échanges. Ils s'invitaient pour les mariages, par exemple. Voilà. Alors, une symbiose jamais remise en cause, qui n'a jamais existé en Europe. Mais là, j'ai fait un distinguo tout à l'heure entre les Juifs arabes et les Juifs séfarades. Parce que ce que je vous dis là, symbiose, ne concerne que les Juifs arabes, les Juifs qui étaient là avant. Les Juifs séfarades, arrivés en 1492, n'ont jamais connu cette symbiose avec le monde musulman environnant. On peut l'expliquer.
Ils viennent d'un pays où ils se sont confrontés tantôt aux musulmans, tantôt aux chrétiens, tantôt aux musulmans et de nouveau aux chrétiens. Ça s'est terminé comme vous le savez. Ils ont donc appris, dans une certaine mesure en Espagne, à vivre à l'écart des autres, ce qui n'était pas le cas au Maghreb, pour les juifs arabes. Je le dis sans aucun mépris quand je parle de juifs arabes, c'est simplement pour faire le distinguo. Donc cette symbiose ne concerne qu'une partie de la communauté juive, notamment au Maroc. Surprise totale de deux voyageurs que vous connaissez, venus d'Europe au XIIe siècle. L'un s'appelle Benjamin de Tudel, en Espagne. L'autre, il y a un autre moment, mais à peu près à la même époque, s'appelle Petachia de Ratisbonne, en Allemagne, et qui assiste au pèlerinage judéo-musulman sur la tombe du prophète Ézéchiel en Babylonie. Ils n'en reviennent pas. Ils décrivent la cérémonie. Le Resh Galuta, le chef de la communauté juive de Babylonie, qui arrive, des 30 sont dressés. Les dirigeants de la yeshiva de Pumbedita viennent également, et plein de musulmans qui affluent également pour ce pèlerinage. Mais il n'y a pas que celui-là. Les deux nous rapportent également un pèlerinage commun sur la tombe de Rabbi Meir Balanès en Israël, Rabbi Meir Balanès, pour les musulmans, à Tveria, et puis aussi un pèlerinage commun au XIIe siècle sur la tombe d'Ezra à Sofer. Donc vous voyez une véritable symbiose. Et en fait, il existe un dialogue religieux entre l'islam et le judaïsme qui n'existe pas en terre chrétienne. Les confrontations religieuses en terre chrétienne, ça se termine par le brûlement du Talmud en place de Grève à Paris en 1240. Donc, ce n'est pas la peine d'aller discuter théologie avec eux. Mais par contre, dans l'islam, le judaïsme considère que l'islam est digne de débat. Et on discute, effectivement. Le Moreh Nevuchim, le guide des égarés de Rambam, a été écrit en arabe et il a été lu très longtemps par les Arabes. Une petite histoire très, très sympathique. Rav Ovadia, qui est né à Sefrou, au Maroc, en 1913, rapporte que c'était le dernier rabbin de Sefrou. Il raconte qu'un de ses prédécesseurs, Rabbi Raphaël Elbaz, entre 1823 et 1897, avait des conversations avec l'imam. Et parfois, quand l'imam montait au minaret pour appeler à la prière, le rabbin lui répondait de la fenêtre de sa maison par des hymnes en arabe et l'imam écoutait. Donc, une relation tout à fait fraternelle, sympathique, mais qui pouvait très vite changer. Il y a beaucoup de similitudes, on l'a déjà vu tout à l'heure, entre l'islam et le judaïsme, parce que l'islam a beaucoup emprunté au judaïsme. Mais il y a aussi des divergences théologiques fondamentales, notamment dans deux domaines. Le premier, c'est dans le domaine de la mystique, on ne va pas s'étendre là-dessus, mais le deuxième nous intéresse beaucoup plus, c'est dans le domaine de la liberté humaine, la liberté de l'homme. Pour le juif, pour le judaïsme, pardon, le juif est libre de son destin, alors que dans l'islam, le croyant est prédestiné, il peut faire tout ce qu'il veut, son destin est tracé, il ne peut pas y échapper. Ce n'est pas le cas du judaïsme. Dans le judaïsme, l'homme choisit, il est responsable de ses actes, alors il devra rendre compte de ses actes, c'est autre chose, mais il en est responsable, et ce sont ces actes qui décideront de son destin. Et ce n'est pas Dieu qui décide du destin de l'homme. Il décidera des conséquences, mais le destin, c'est l'homme qui le choisit. C'est pour ça d'ailleurs que dans notre texte, on nous dit « choisis la vie », c'est-à-dire faire le bon choix de ton destin pour qu'ensuite le jugement soit favorable. Lui, le jugement nous échappe. Mais le choix de ton destin, c'est ton affaire. C'est absolument contraire à la théologie musulmane où tout est prédestiné, ce que je vous ai dit tout à l'heure, foi et soumission. Bien. Alors,
je peux encore vous donner une ou deux petites comparaisons. Les Juifs et les Arabes sont très proches en musique, en littérature, en art, en poésie, en artisanat, beaucoup de comparaisons. Et ce qui est très intéressant, c'est que les guérisseurs juifs, les médecins juifs, sont largement consultés par les musulmans, ce qui n'est absolument pas le cas dans le christianisme. Il y a un livre que je viens de lire, qui est sorti il y a très peu de temps, de François Heilbronn, qui raconte comment le roi Louis XV a été soigné par un juif. On a dû introduire chez le roi par ruse, on est là en 1744, on l'a introduit par ruse parce qu'il n'était pas pensable que le roi soit guéri, soit soigné par un juif ou guéri par un juif. Et de fait, ce ne sera jamais dit que c'est un juif qui l'a guéri. 1744. Ben, en terre d'islam, il n'y a aucun problème pour aller consulter le guérisseur ou les médecins juifs. Rambam sera le médecin de... son nom m'échappe, mais ce n'est pas grave, à la cour de Saladin. Plein de juifs seront à la médecin de cour musulmane, arabe, et on les consulte sans aucun problème. Voilà. Autre chose encore, en terre chrétienne, quand il y a choix entre conversion ou la mort, dans la majorité des cas, les Juifs ont choisi la mort. Mais pas en terre d'islam, pour plusieurs raisons, et notamment il y en a une qui est intéressante, qui est soulevée par un historien qui s'appelle Mark Cohen, qui dit que, à l'inverse des symboles chrétiens, les symboles musulmans sont très loin de dégoûter les Juifs, de les repousser, comme c'est le cas avec les symboles du christianisme, parce qu'ils revêtent autre chose pour les Juifs. Les symboles de l'islam, déjà, ne sont pas idolâtres. Déjà au départ, il n'y a pas de statue, il n'y a pas de tableau, et rien comme ça. Et donc, ils sont beaucoup plus facilement recevables dans le judaïsme que dans l'islam. D'ailleurs, Rambam, dans Igeret Temanim, dont on a déjà souvent parlé, va dire accepter la conversion à l'islam, vous reviendrez plus tard. Il l'autorise, il la préconise plutôt que de se laisser tuer, ça n'a pas de sens. Entre les morts, il n'y a plus rien à faire. Dans la perception du monde séfarade, il vaut mieux courber un petit peu les chines un moment pour revenir après. Mais parce que l'islam est moins rébarbatif, rédhibitoire que l'est le christianisme pour les juifs occidentaux. Les Ashkénazes ont un véritable dégoût du christianisme pour plein de raisons tout à fait légitimes. Ce n'est pas le cas des Juifs en terre d'islam. Et, je crois que je vais m'arrêter là, sinon je vais me faire gronder. J'en ai pas fini. La prochaine fois, nous allons voir comment les Juifs vont sortir de toute cette affaire, ou pas. Voilà, la surprise est au prochain numéro. Merci beaucoup, Toda Rabba Georges. C'est le Merci. moment si vous avez des questions, des réactions. Oui, attends, Nicole, vas-y, ouvre ton micro. Ouvre ton micro, Nicole, on t'entend pas. Non, ça marche pas. Alors, quelqu'un d'autre? Ouais, moi, si je peux. Daniel, plus fort. Oui, vous m'entendez? On t'entend pas, Daniel. On n'entend pas, Daniel. Bon, je vais essayer. Maxime, quelqu'un d'autre veut réagir? Bon, je mets mon téléphone et puis tu m'entends. Tu ne trouves pas le micro, Nicole? En bas à gauche. Ça s'affiche devant sur ton grand écran. Demander, c'est écrit en gros. Tu ne cliques sur le bleu. Eh ben, on va garder les questions pour la prochaine fois, je crois, Georges. Merci, Georges. Merci beaucoup. Toi, Maxime. Oui, Rina, tu voulais dire quelque chose? Oui, bonsoir à tous. Bonsoir, madame. Bonsoir Georges, ça fait plaisir
d'assister à ton cours, même si je suis en voiture. Oui, je vois. Je suis frappée par ta description des Juifs du Maroc qui correspond absolument pas à ce que nos amis d'origine marocaine nous donnent comme image. Je ne suis pas étonné. Comment? Je ne suis pas étonné. Parce que c'est presque idyllique l'image qui nous est donnée du Maroc avec quand même un judaïsme qui est très épanoui. Et j'ai jamais entendu de la part d'amis marocains une image comme celle-là. Alors, est-ce que c'est parce que c'était au début du siècle ou à la fin du siècle dernier, enfin du 19e siècle? Je n'arrive pas à comprendre la différence. Rina, j'ai longuement déjà expliqué, répondu à cette question. Tu demanderas tout simplement à tes amis marocains pourquoi ils sont partis en masse en 1960 du Maroc. Et tu Rina, verras. réécoute les cours de Georges. C'est pour ça qu'il fait ses cours, Georges. C'est une des raisons pour lesquelles il les fait, c'est pour remettre la vérité historique et arrêter d'être dans une nostalgie d'un exil qui n'était pas du tout doré. Voilà. Oui. S'il vous plaît. Oui. Pas de problème. Parlez. Oui, je voulais vous... Allez-y, vas-y. Non, vas-y. Toi. Oui. Est-ce que vous avez parlé? Ah oui. Non, allez-y, on vous attend, on vous écoute. On vous Monsieur écoute. Hazan, vous avez une question? Monsieur Hazan, on vous écoute. Oui, je voulais simplement vous demander. Hazan, il a dit. Alors. À vous, parlez, C'est prenez vous, la parole. allez-y. Bon, c'est moi qui parle, là? Oui. Bon, voilà. Est-ce que tout ce que vous dites correspond à l'histoire de tous les Juifs d'Afrique du Nord, de Tunisie, du Maroc essentiellement, ou spécifiquement du Maroc? Alors, ça correspond à l'histoire des Juifs, pour partie, pas tout à fait. On spécifiera plus tard. Daniel Abel attend ça avec impatience. Les spécificités de la Tunisie ou de la Libye, oui. Mais ça recouvre quand même une grande partie de l'histoire des Juifs du Maghreb, à l'exception de l'Algérie. C'est une autre affaire. Les relations avec les Arabes. Voilà, tout à fait. Merci. Avec plaisir. Rabat, on ne vous entend pas, Daniel, Nicole, donc prochaine fois, on garde la question. Bon, ce que Nicole voulait dire, oui. Nicole, elle voulait dire que les Juifs au Maroc, ils avaient tous appris à lire et ils avaient tous fait leur bar mitzvah. Oui, j'ai dit. Je lui ai téléphoné pour lui demander ce qu'elle voulait dire. Ah, ben c'est bien, c'est gentil. Merci beaucoup. Alors, oui, ça c'est le travail de l'Alliance israélite. À partir de 1862, mais la bar mitzvah n'avait rien à voir avec l'enseignement de l'Alliance israélite, il la faisait avant aussi. Je ne parle pas du niveau d'éducation très poussé, ce n'est pas tout à fait juste non plus. Tous n'ont pas eu cette éducation, ils l'ont eu au XXe siècle, pas du tout au XIXe. Et ce que j'ai expliqué tout à l'heure, un certain nombre de ces enfants ont échappé à l'éducation sous la pression des cadres de la communauté qui n'avaient pas envie de perdre leur pouvoir. Je suis désolé de dire des choses qui ne sont pas toujours sympathiques, mais ce n'est pas moi qui ai fait l'histoire. Daniel, dernier essai. La mémoire trompe. Pour Rina, la mémoire trompe les gens. Maintenant, il faut aussi dire que si ils ont un souvenir ému du Maroc, c'est parce que quand ils sont arrivés en Israël, ils ont été très, très mal reçus et que ce n'était pas bien mieux que dans leur Maroc originel, au début. Voilà, mais voilà, je réexpliquerai ça. Oui, Nicole. Bon, alors, vous m'entendez maintenant? Oui. Bon, alors, Georges, tu as dit que c'était le cours d'avant d'ailleurs, tu as dit que les Juifs étaient considérés comme des demi-hommes, les hommes, des demi-hommes. Oui, c'est ça, tout à fait. Et je me rappelle en Tunisie, les femmes arabes préféraient aller chez un docteur ou un infirmier juif plutôt qu'un arabe. Et les hommes étaient
leur mari était beaucoup plus content si c'était un juif. Ah, ils avaient plus confiance, tout simplement. Ils ne craignaient pas le juif. That's right, c'est ça. Maintenant, On m'a- deuxièmement, tu disais que il y a beaucoup de choses de l'histoire du Maghreb qui n'est pas bien connue du tout. Et d'ailleurs, on n'a pas beaucoup entendu parler de la Shoah en Tunisie. Mais je sais. Alors, heureusement, elle n'a quand même pas touché beaucoup de monde en Tunisie. Elle a touché du monde, évidemment, mais pas beaucoup de monde. Ça commence à sortir maintenant. Non, Mais les non, différents pas camps beaucoup de de monde. concentration, il y a eu des camps de concentration, il y a eu des camps de travail, il y a eu le camp de Bizerte. Il s'est passé beaucoup de choses en Tunisie. Oui, Avec... mon père était à Bizerte. Tu en parleras le moment venu, Georges, de ça. Oui, C'est un mais ça, j'en élément, parlerai le moment venu. Ce n'est pas du tout Et oublié. troisièmement, tu as dit que Théodore Herzl, il n'était pas tellement. Je n'ai pas dit il connaissait n'est pas tellement les tellement. Juifs. J'ai dit que voilà ce qu'il a dit. Et c'est le Oui, reflet. oui. Mais le grand rabbin de Tunisie, le rabbin David Bokhara, Oui, a assisté à un congrès sioniste à Bâle. oui. Ah, mais ce n'est pas Alors, antinomique. C'est pas antinomique. Je dis simplement pourquoi Herzl il a dit ça. C'était la perception qu'avait un juif occidental du juif. Voilà, c'est ça. oui, je sais. Et ce qui m'intéressait de savoir, c'est la perception n'était pas fausse, pas totalement juste, mais pas fausse. Ce qui m'intéressait de savoir, c'était pourquoi ils étaient comme ça. C'est ce que Ouais. j'ai essayé d'expliquer ce soir. Et j'ai fait ce parallèle avec le professeur Chaim Kaplan, parce que ce n'est pas la même situation. Mais encore une fois, en Alsace, on est des gens pleins de bon sens. Et il y a un proverbe alsacien qui dit chacun ressent le sien. Chacun sent son souci à lui et pas celui des autres. Alors on y pense et puis on oublie, puis on s'occupe de sa pomme. Eh bien, le souci pour les Juifs marocains, c'était le pire souci qui soit. Voilà, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas du tout la même situation objective que celle qui était dans le ghetto de Varsovie, mais le résultat est le même. Le mépris dans lequel on tenait ces gens les a avilis, mais a plus avili le dominant que le dominé, qui n'a fait que subir. Et ça dédouane totalement l'attitude, les traits de caractère, les défauts qu'on a perçus chez les Juifs séfarades, qui sont des défauts qui ont été imposés par une situation dont ils n'étaient pas responsables. C'est ça ce que je voulais expliquer. Oui, d'accord. Et c'est important. C'est important. Oui. D'accord, merci. Finalement, on a... Merci. Georges, tu connais le dicton, tu peux le dire en alsacien ou pas? Oui, jeder Spitzins. Ben voilà, c'est le mot de la fin. Merci à tous. Ouais, comment dire en arabe?